Cher public, bienvenue dans l'amphithéâtre de Néoma, ou plutôt le théâtre. Des joies, des envies, des peines, de la fougue de deux jouteurs d'exception qui sont prêts à montrer au monde qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont dignes de néorateurs. Mais ce n'est pas encore à eux. Pour l'instant, il s'agit de vous. Ensemble, brisons le quatrième mur, car sans vous, nous ne serons rien. Néorateur est là pour vous. Néorateur vit par vous. Néorateur existe en vous. Et pour ça, merci. Je déclare officiellement la finale de la deuxième édition du concours d'éloquence de néorateurs ouverte. Donc pour ceux qui n'ont pas pu assister aux jeux précédentes, je vais rappeler rapidement les règles de ce concours. Deux candidats s'affrontaient sur des sujets qu'on leur envoyait 48 heures à l'avance. L'un devait défendre le pour et l'autre le contre. Lors des épreuves, allant des 8e jusqu'à aujourd'hui, ils étaient jugés par un jury composé de professionnels d'exception, choisis pour leur clairvoyance. Et avant toute chose, pour commencer les hostilités, j'aimerais vous faire montrer quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un de legend, wait for it, there. Je pense que vous avez tous deviné qu'il s'agit de Geoffroy Hinterland, le gagnant de l'année dernière. Donc il va venir. Il se fait désirer. Un vrai homme sait se faire désirer, sait se faire désirer en effet. Il est là. Geoffroy est de retour parmi nous ce soir, le retour d'un roi. Merci. Alors, mesdames, messieurs et tous les autres aussi, bonsoir. Je suis très honoré d'ouvrir ce soir, avant ma quotidienne boîte de cassoulet, la deuxième finale de Néorateur. Donc il y a 2 jours, justement, je reçois un message d'Alexandre qui me dit est-ce que tu es chaud pour faire un discours d'introduction? Je dis oui, très bien. Je dois parler de quoi? Alors je vais t'avouer, la secrétaire générale a marqué discours de Jeff sur le retour du roi. 6 à 8 minutes. Merci. Donc merci Néorateur. Donc, je me suis senti un peu comme Corneille, seul au monde. Alors je ne vous cache pas qu'avoir commencé par me dire que j'étais peut-être fait Aragorn, donc c'est assez flatteur quoi. Mais tout de suite j'ai vu l'œil de Sauron qui me regardait et qui m'a dit ok, on passe peut-être le micro mais raconte pas n'importe quoi. Alors j'ai repensé à la manière dont je construisais mes argumentations, c'est-à-dire à mon image. Il y avait ces idées qui étaient comme moi un peu folles, ces rires qui jaillissaient comme moi de manière imprévisible, et cette feuille qui restait comme moi parfaitement vierge. Alors en plus, on m'avait dit au début que le maire assisterait à mon discours, mais finalement non, nous avons un de ses adjoints, donc la plaidoirie que j'avais écrite pour faire sauter ma dernière contravention tombe à l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, ce soir, peuple de Reims, si tu veux du sang, eh bien tu auras de l'eau. En effet, nous allons assister à une joute aquatique. Ce soir, un candidat à Lancelot, l'autre la bois Goudet. Et c'est l'adjoint de notre chère et maternelle mère qui mettra un terme en fermant le robinet. À quoi bon aquatique? Mais quoi de mieux que de l'eau dans cette ville où tout le monde rince tout? Mais bon, rassurez-vous, ce soir, il n'est pas seulement question d'eau. Et moi aussi, j'espère y rajouter quelques bulles à la sortie. Non, ce soir, si vous écoutez bien, vous aurez droit à ce délicieux et chaud liquide tant aimé de Dracula. Ainsi, les candidats vont jongler entre les phrases et vous, tels des vampires assoiffés de globine, vous en boirez les mots. L'hémoglobine. Ainsi donc, nos 2 finalistes se rendront coup pour coup, 100%, comme ils l'ont fait durant ces dernières semaines, pendant les phases éliminatoires. Ah, ces phases éliminatoires. On y a vu l'émotion, des rires, des pleurs, du désespoir. Et encore, je ne parle que des réactions à l'annonce du fait que Daphné était célibataire.
Ce soir, il n'est plus question de se battre pour savoir si le mariage est pour tous ou pour certains. Non, ce soir, tous les codes peuvent être cassés. Il n'y a plus de sexe, les genres se mêlent. Il n'y a plus banalement un père et une mère, mais nous avons un maire, avec moi son adjoint, et une paire. Enfin, je parle bien d'une paire de candidats, pas de ceux qui cachent pratiquement la moitié de l'Assemblée. Mais finalement, qu'est-ce que l'éloquence que nous défendons ici? L'éloquence, c'est tout simplement l'art de sublimer des mots, en leur donnant du sens. C'est l'art de faire claquer des syllabes, de faire voler les phrases. C'est l'art d'inviter les autres à nous rejoindre dans l'émotion que l'on veut transmettre. Quelle difficulté aujourd'hui, plus qu'hier, de se faire écouter plus de 140 caractères. Quel défi de se faire regarder avec admiration alors qu'on n'est même pas retouché sur Photoshop. Et quel enjeu de redonner le goût d'écrire, le goût d'écouter, le goût de parler. Daphné, Lancelot et tous les autres participants, ce soir nous voulons tout cela. Alors envoyez-nous du rêve. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à espérer que la vie soit grandiose. Mais ce soir, même si certains souhaitent voir gagner l'un ou l'autre, tout le public sera content. Car, avouez-le, le dicton de Groucho Marx n'est pas tout à fait faux. Personne n'est jamais tout à fait mécontent devant l'échec d'un ami. Comme quoi les Jeffs savent parler. Et avant toute chose, vous avez applaudi Jeff. Veuillez applaudir les piliers fondateurs de cette soirée, ceux pour qui tout est possible, tout reste possible et tout sera possible. Nos chers jurés ici présents, je vous prie de les applaudir avec force et vigueur. Comme notre premier orateur de la soirée l'a déjà cité, Monsieur Arnaud Robinet devait être avec nous ce soir. Malheureusement, un aléa ne peut pas le faire venir contre sa volonté. Nous sommes désolés, mais son premier adjoint à la mairie de Reims, Monsieur Albertini, ça, c'est ce qu'on appelle le trac. Donc, premier adjoint à la mairie de Reims, avocat émérite dans la région et surtout intervenant de choix dans notre école. Il est ici, vous pouvez l'applaudir. Bilal Medroub, qui nous a suivis durant toutes les étapes de ce concours. Il porte la double casquette d'ingénieur informatique et de business development. Il est diplômé en 2012 du master spécialisé de Neoma en grand compte et gestion des risques. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Mélanie Prévost, diplômée de notre chère école en 93, donc après avoir travaillé chez Canon et Renault. C'est à la Maison du Style, compagnie immobilière, qu'elle s'épanouit à présent. Et c'est toujours avec un plaisir que nous l'accueillons ce soir. Rachel Beaujolin, directrice de notre campus de Reims, est aujourd'hui parmi nous. Jacques Dabert, diplômé de l'école en 1979, a travaillé de nombreuses années pour des maisons de champagne et est aujourd'hui consultant pour ces mêmes maisons de champagne. Josette Mayer, chef d'entreprise chez Stardiz. Elle a réussi à trouver du temps dans son planning pour venir nous voir, ce qui n'était pas chose aisée. C'est pour ça que nous pouvons l'applaudir.
François Cherperel, journaliste émérite depuis 1979, ayant travaillé à Antenne 2, à RTL, à Europe 1, au Figaro. En fait, je pourrais vous faire la liste entière, mais quand j'ai vu son CV, je me suis dit qu'on avait quand même un horaire à respecter. Donc c'est pour ça que je m'arrêterai directement ici. Mais si on peut le déterminer en un mot, ce serait témoin. Témoin du monde moderne et surtout témoin de cette joute présente. Et c'est pour ça que nous pouvons l'applaudir. Et enfin, Geoffroy Hinterland, qui a ouvert cette deuxième édition de la finale du concours, gagnant du concours de l'année dernière, président de la liste BDR How I Met Your Heart, d'où la superbe blague de Geoffrey tout à l'heure. Il est actuellement il travaille actuellement en communication chez EDF, à la centrale nucléaire de Belfort. Comme disait Alexandre le Grand, la Terre ne peut pas supporter de soleil. Et à ce moment présent, nous en avons deux, de soleil rayonnant, de chaleur, de force. Il n'en restera qu'un, au-dessus du mont Olympe, au niveau des dieux. Mais lequel sera-t-il ? Des histoires plus ou moins poétiques pour distraire la cour, et je vois que ce soir la cour neuvième est réunie au grand complet. Merci pour cela. Alors ce soir nous avons une citation de Michel Audiard: « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Je peux vous dire que c'était pas évident comme sujet de parler des fous finalement, même si c'était intéressant. Je perds un peu le fil de mon propos, d'ailleurs, ça me rend un peu folle tout ça. Oui, donc c'est plutôt sympathique finalement de parler des fous ce soir, parce que vous, comme moi, nous sommes tous complètement fous. Oui, bon, je dois dire que je suis particulièrement névrosée et que le concours de néo-orateur n'a pas vraiment arrangé mon état mental. J'avais déjà une angoisse aiguë de la page blanche. Eh bien, ce soir, je peux vous dire que j'ai une réelle phobie, à un tel point que je ne peux plus voir de page blanche nulle part. Je suis forcée tout de suite d'écrire quelque chose, ça me tranquillise un peu. D'ailleurs, ça se dégrade de jour en jour, et mon appartement a des murs blancs, vous voyez. J'ai eu la tentation cette nuit, au cours d'une de mes petites phobies, eh bien, de vouloir écrire dessus. Puis il n'y a pas que ça en plus. Vous savez comment on répète ? On répète devant son miroir. J'ai passé la moitié de la journée aujourd'hui à répéter devant mon miroir pour essayer de me convaincre moi-même que les fous pouvaient nous rendre lucides. Car c'est bien mon propos aujourd'hui, je défends le pour, je vais tenter de vous défendre, que les fous peuvent éclairer vos lanternes. Alors heureusement, toutes ces névroses, ça ne me fait pas si peur et ça me réjouit, puisque je constate que nous sommes tous aussi fous. Et tant mieux, parce que vous connaissez l'adage, plus on est de fous et plus on rit. Celui que vous ne connaissez pas encore, c'est l'adage que je vais vous formuler à présent: plus on est de fous et plus on est sage. Oui, je ne suis pas folle, je sais ce que je dis, et pour confirmer mon propos, je vous propose de vous emmener dans l'endroit le plus fou et le plus fun du monde. Non, je ne parle pas d'Ibiza, je parle de la Grèce antique. Alors à Ibiza, on fait beaucoup l'amour, et en Grèce antique, on a une autre forme de folie, on fait beaucoup la guerre, on fait tout le temps la guerre. Les Grecs étaient complètement fous, bien plus fous que maintenant. Ils guerroyaient tout le temps, donc, mais il faut quand même leur reconnaître qu'ils avaient un certain sens de responsabilité. Il y a des moments où ils faisaient des trêves, où ils arrêtaient la guerre, c'était au moment des Jeux Olympiques. Alors quand les Jeux Olympiques commençaient, tout le monde posait ses armes à terre, on courait jusqu'à Olympie pour festoyer autour d'événements sportifs, et puis une fois que les Jeux Olympiques étaient terminés, eh bien, on reprenait les armes et reprenait les combats exactement là où ils en étaient. Moi je trouve que c'est beau, un sens des priorités comme ça, j'apprécie beaucoup. Si les Grecs étaient aussi guerroyants et s'ils étaient aussi fous, eh bien c'est parce qu'ils étaient dirigés par un seul dirigeant, et qui donc n'était guidé que par sa propre folie. Enfin, j'exagère un peu en disant cela, parce que ça arrivait un petit peu à ces tyrans, à ces monarques, d'aller consulter de temps en temps les dieux.
Alors comment ils faisaient? Ils se rendaient à Delphes et ils allaient consulter le grand oracle. Vous savez, c'est la Pythie de Delphes qui inhalait une forme de fumée magique. Aujourd'hui, peut-être qu'on parlerait plutôt de champignons magiques. Enfin bon, bref, le moyen importe peu. Ce qui compte, c'est que ça permettait de la mettre en transe avec les dieux. Et donc, très souvent, les souverains grecs, pour un petit peu maîtriser leur folie des grandeurs, allaient consulter cette Pythie. Il est arrivé un jour, au 6e siècle avant Jésus-Christ, où un grand monarque qu'on appelait Crésus, qui régnait sur toute la surface de l'Asie mineure. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça représentait, parce que ça n'existe plus, l'Asie mineure, mais ça devait être certainement très très grand, mais il en voulait encore. C'était un fou de conquête, mais il se disait que ça mettait un peu son empire en danger, donc il a préféré aller consulter l'oracle de Delphes pour demander leur avis aux dieux. Il s'est donc rendu chez la Pythie, et voilà ce qu'elle lui a dit. Si Crésus franchit la Lys, il détruira un grand empire. Or Crésus, il lui en fallait pas plus. Tout de suite, il part et dit même pas au revoir à la Pythie. Il part à cheval, il emmène son armée avec lui et il court chez les Perses parce que c'était du côté des Perses qu'il voulait voir s'il faisait bon vivre. Et pauvre Crésus, bien mal il en a pris, il s'est fait prisonnier et son armée a été complètement vaincue. Fou de rage depuis sa prison, il a envoyé un messager au service clientèle de la Pythie pour faire des réclamations. Alors, ce messager, on lui a répondu que d'une part, la Pythie ne s'était pas soulevée, effectivement, un grand empire était tombé, et que d'autre part, s'il y avait des réclamations, il fallait aller remonter un peu plus haut dans la hiérarchie parce que c'était les dieux qui lui avaient soufflé la réponse. Alors, Crésus n'est pas le seul à s'être fait arnaquer par les services de voyance de la Pythie, il y en a eu d'autres après lui et avant lui. Et au fil des siècles, les Grecs ont conclu deux choses de ces consultations un petit peu vaseuses, il faut le dire. La première, c'est que la folie d'un seul homme est dangereuse et que l'on est moins aveuglé par sa propre folie lorsqu'on est en présence d'autres fous. La seconde chose qu'ils ont compris, c'est que les dieux étant de véritables langues de bois, il valait mieux pour gouverner écouter les autres hommes. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, les Grecs en sont venus à un des systèmes les plus ambitieux et en même temps les plus fous qui existent, les systèmes politiques, je parle de la démocratie. Alors, la démocratie, imaginez-vous, on décide d'un coup, dans un atrium, de réunir des milliers de citoyens qui vont parler les uns sur les autres, les uns par-dessus les épaules des autres, qui vont très rarement s'écouter et encore plus rarement se comprendre. Alors, Socrate, qui vivait à cette époque où la démocratie est née à Athènes, a crié au scandale. Non, mais comment c'est le règne c'est la tyrannie des passions, de la plèbe, etc. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que des passions se modèrent entre elles, plutôt que de laisser un seul souverain être maître du monde avec sa propre folie? La démocratie aujourd'hui n'a pas énormément changé, c'est toujours autant de bazar. On peut comparer l'atrium de la Grèce antique au Parlement européen. On peut reprendre d'ailleurs le cas de la Grèce. Il se trouve que des propositions assez exubérantes sont formulées en ce moment. La Grèce, qui a eu quelques petites folies dépensières pendant la solde des crédits en Union européenne, voudrait aujourd'hui ne plus rien payer. En même temps, on dit que les Grecs sont fous, mais regardez ce qui se passe en face. En face, ce sont les pays en crise qui veulent lui donner des conseils. On comprend le scepticisme des Grecs qui face aux libéraux, ne veulent pas appliquer des politiques de rigueur. Moi, en tant que troubadour, je peux vous dire que j'admire la poésie du paradoxe, c'est de vouloir, les libéraux, de vouloir combattre la déprime par l'austérité. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais ce sont de véritables poètes. Et j'ai toujours autant d'admiration pour ces hommes et ces femmes qui se battent pour la démocratie, ou plutôt, on pourrait dire, la démophobie, qui croient en ces valeurs. Et c'est très dur, au point que certains s'en remettent parfois, eux aussi, aux dieux. Il y en a certains qui avouent, lors de caméras cachées, qu'avant de voter des lois au Parlement, ils consultent leur horoscope. D'un autre côté, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous pouvez s'en douter. Alors, je ne suis qu'un humble troubadour et je ne vous ferai pas une leçon de politique, ni un éloge de la démocratie, parce que je n'y entends rien et que je sers simplement la folie du monde pour me distraire. Mais je ne peux m'empêcher d'observer que les dieux ne nous ont fait ni sages ni savants. Ainsi,
Alors ainsi, heureux soient les fêlés, car ensemble, ils laisseront passer la lumière. Le sujet, ce n'est pas le sens propre. Non, c'est pas le sens propre, il faut s'intéresser au sens figuré. Effectivement, j'ai essayé de trouver un véritable fêlé, mais c'est impossible. J'ai passé ma journée d'hier à appeler divers organismes pour être mis en contact avec un fêlé, de l'hôpital de Reims à l'association des anciens combattants, et je n'ai eu que des réponses négatives. Tantôt plutôt sympathiques, comme celle de Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique. Merci de votre message, ça nous a beaucoup touchés. Nous n'avons pas ce que vous recherchez, n'hésitez pas à nous recontacter. Tantôt carrément désagréable, tantôt carrément désagréable, comme celle du club des maladies rares de Reims. Monsieur, arrêtez de nous importuner avec ces blagues. En France, aujourd'hui, il est impossible de trouver un véritable fêlé. Quelqu'un avec le crâne complètement fendu en deux. J'aurais pu vous parler à la limite de Tog, espèce de légende urbaine de Néoma. Il n'a qu'une dent, moi. Ça ne répond pas complètement au sujet. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, vous voyez. Je ne crois que en ce que je vois. J'ai passé l'âge de croire aux fantômes, j'ai passé l'âge de croire aux fantômes et aux autres figures fantasmagoriques. Je suis dans le vrai. C'est pour ça que je ne parlerai pas, comme mon adversaire, des fêlés, des véritables fêlés avec le crâne coupé en deux, parce que pour moi, ça n'existe pas. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Dans ce sujet, donc quand on regarde le sens figuré, il faut s'intéresser à deux termes. Le premier, le mot « lumière ». Effectivement, il fait clairement référence à la société, à ce qui nous entoure, aux normes que la société essaie de nous inculquer. Effectivement, la société est un peu comme un grand halogène pointé sur nous, qui nous éclaire. Et le deuxième terme est le mot « fêlé ». Lui porte beaucoup plus à confusion. Je mets à mon dictionnaire, j'ai regardé la définition, et j'ai vu comme définition « quelqu'un qui est un peu folle ». Et vous voyez, ça peut un peu tout dire et ne rien dire, quelqu'un qui est un peu folle. Donc pour essayer de répondre à ce sujet, je me suis essayé à faire une typologie du fêlé. Pour moi, il existe trois grands types de fous. Le premier grand type de fou, le premier grand type de fêlé est le grand malade, le psychopathe. Celui qui, quand on en parle, on dit, mais il est complètement fêlé celui-là. Malheureusement, notre société en a toujours quelques-uns et les récents événements tragiques de Charlie Hebdo ne nous ont fait que le rappeler. C'est un peu le méchant du film hollywoodien, vous voyez. Un bon exemple, pour en parler, un exemple célèbre, ne serait que le tristement célèbre empereur romain Néron, qui pour stimuler sa créativité, a fait brûler la moitié de la ville de Rome en causant des milliers de morts, tout en écrivant de la poésie. Heureusement que tous les listeux BDA en manque de créativité ne font pas ça. Je ne laisse pas imaginer l'état de la ville de Reims après. Mais bon, au moins, la lumière est passée. Et dans ce cas-là, pour les personnes, la situation est presque vraie, c'est vrai, effectivement, parce qu'ils en ont complètement rien à faire de la société, de la lumière qu'elle leur projette dessus. Ça, je dois le reconnaître. Michel Audiard a presque raison. Sauf sur un point, le mot « heureux ». Je veux bien reconnaître que le bonheur n'est pas forcément un chien, une femme, un pavillon, 3 enfants et une Renault Espace. J'ai du mal à admettre qu'un fou, la vie de fou, soit épanouissante. Ça, je ne peux pas l'admettre. Et pour vous le prouver, la meilleure façon, c'est n'est autre que de vous demander à vous, Jean Lassalle, aimeriez-vous être à la place d'un fou? J'ose espérer que non, bien sûr, personne. Donc, pour ce type de personnes, pour ces gens, pour les fous, pour les vrais fêlés, cette phrase est un peu perverse, parce que dire « heureux soient les fêlés », serait comme leur souhaiter quelque chose, c'est comme dire, quand on rencontre quelqu'un, « joyeuse folie ». Ça ne se fait pas. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Franchement, sur ce coup-là, Michel Audiard n'a pas été très chic. Le deuxième type
de personnes dans ma typologie sont les pseudo-rebelles, sont les vaniteux, les pseudo-rebelles, les révolutionnaires en carton, et tous ceux qui cherchent à se faire remarquer à tout prix. Et notre société en pullule. Il suffit d'ouvrir un journal, allumer une télévision, pour en voir de nombreux. Je pourrais pour les décrire, vous parler des candidats de télé-réalité, parce que pour décrire ça, mais ça serait un peu trop facile. Effectivement, ils se ressemblent tous, ils sont tous hyper stéréotypés, et à part un prénom qui change, que ce soit une Axel ou une Cindy, ils sont vraiment tous les mêmes. Donc, pour vous parler de ces gens-là, j'aimerais plutôt faire une métaphore. Une métaphore avec un séducteur. Effectivement, pour moi, ils sont pareils à un séducteur. Effectivement, on envie le séducteur, on aimerait lui ressembler, on aimerait avoir son tableau de chasse, on l'aime, on le déteste, mais il ne laisse jamais indifférent. Et pourtant, je n'ai pas peur de vous le dire, les séducteurs, les Don Juan sont sans imagination. Sortir avec beaucoup de femmes, c'est finalement sortir avec toujours la même. On lui dit toujours les mêmes choses et on lui fait toujours les mêmes choses. Il n'y a que la couleur de cheveux, les yeux, peut-être les lèvres ou la voix qui change. La vraie originalité, c'est de rester avec la même, parce qu'il faut se renouveler pour pouvoir la garder et continuer à lui plaire. Ce type de personnes, finalement, sont comme les séducteurs. Ils ont exactement le même fonctionnement, font tous les mêmes choses et se ressemblent beaucoup. La seule chose qu'on remarque, c'est que tout le regard de la société est fixé sur eux. Tout le monde les regarde. Michel et Audiard auraient dû écrire à leur sujet « Heureux soient les fêlés, car ils ont les lumières... car ils attirent les lumières. » Effectivement, ils ont toute cette société, tout ce monde qui les regarde. Elle a d'ailleurs écrit une phrase très juste, Michel Audiard, qui aurait pu être leur devise « Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire que je dois fermer ma gueule. » Enfin, la troisième catégorie de fêlés dans ma typologie seraient les entrepreneurs, les gens qui n'ont pas peur de prendre des risques, les gens qui innovent, les gens qui créent de la richesse. À leur sujet, on entend souvent, en France notamment, « Non mais t'es complètement fou de vouloir créer une entreprise avec toutes ces taxes et tout, tu n'y arriveras jamais, mais, enfin, tu te rends pas compte ?» Ce type de fêlé, c'est ce qu'on nous enseigne un peu à être en école de commerce. On enseigne un peu à prendre des risques, à finalement que les différences peuvent être une force. Il ne faut pas être tous pareils et que ne pas hésiter à entreprendre, nous aussi, un jour peut-être. Un bon exemple, c'est finalement moi, qui est un ex-grand timide maladif. Quand j'étais enfant, j'étais l'élève qui se cachait au fond de la salle, qui rougissait quand la maîtresse l'interrogeait, et qui regardait ses chaussures quand il fallait interroger quelqu'un. Alors, la maîtresse, qu'est-ce que je vais interroger pour le tableau? C'était à chaque fois un enfer. Et finalement, je suis là ce soir. Je peux vous dire qu'il faut être sacrément fêlé pour monter sur cette scène. Michel et Audiard aurait dû écrire à leur sujet, au sujet de ces personnes, de ces fêlés-là, « Heureux soient les fêlés, car ils réfléchissent la lumière qu'ils ont reçue. » Voilà, merci. Après ces joutes qui, je l'espère, ont répandu la folie dans la salle, je demanderai aux jurés de se lever et de se retirer en vue de leur délibération. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Les jurés se sont retirés pour délibérer, mais ce n'est pas pour autant que la soirée est terminée. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'assister aux autres étapes du concours, et puisque nous sommes une association d'éloquence, nous allons vous montrer ce qu'est l'éloquence. Grâce à deux anciens candidats du concours qui sont là aujourd'hui, qui ont accepté de revenir et de s'exprimer chacun sur un sujet différent. Voici les joutes des démonstrations. Trésorier de Néorateur également. Va s'exprimer sur le sujet suivant, citation de Talleyrand.
Quand je me vois, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. Bonsoir à tous. Merci à l'équipe de l'orateur de m'avoir proposé de venir ce soir. Je sais que vous avez manqué, ça fait plaisir de revenir toutes les semaines, c'est toujours sympa. On m'a demandé de passer sur ce sujet, j'ai même le choix, je vais dire le pour et le contre, du coup je prends le pour, c'est sûr. Voilà, je prends le pour parce que bien sûr moi je suis un éternel insatisfait. Rien n'est trop beau pour ma personne et rien ne peut satisfaire mon appétit, ma volonté de dépassement personnel. Non, moi je suis complètement perfectionniste, complètement, et puis en tant que dandy invétéré par exemple, il n'y a aucune veste qui me correspond parfaitement. Mon tailleur m'a jamais trouvé une étoffe qui soit à la hauteur de mes exigences. Enfin non, moi je suis quelqu'un de très exigeant. Se satisfaire quelque part, c'est se limiter, c'est se bloquer, c'est un peu se castrer, et c'est utiliser des chaussures trop petites pour son esprit finalement, c'est être complètement contre cet esprit sauvage et libéré qui me caractérise. Je connais mes limites, c'est pourquoi je veux Serge Gainsbourg, non pas que j'ai grand chose à voir avec Serge Gainsbourg, à part peut-être le nez et les états passagers à la sortie du Vogue le mercredi matin. Non, l'idée, c'est l'idée qui est importante. C'est l'idée qu'on retrouve par exemple dans le film Whiplash, qu'il faut aller voir si c'est pas déjà vu, qui nous dit There are two words in the English language more harmful than good job. Donc, je me suis trompé, hein, mais voilà, l'idée c'est de ne pas se contenter de rien du tout. Ne pas se dépasser, c'est éviter les obstacles existants, c'est se satisfaire du nécessaire, c'est-à-dire bien souvent se satisfaire de quelque chose d'assez élevé. C'est donc être en dessous de ce qu'on pourrait être et renier son potentiel. Vous connaissez tous ici la nageuse Laure Manodou, qui est vraiment très peu contente de gagner le record du monde, le championnat du monde en 2007, car bien sûr, quand elle regarde le tableau, est-ce qu'elle veut, c'est le record du monde. Vous êtes tous en école de commerce, vous êtes tous là, vous avez dépensé 30 000 € pour essayer d'être riche plus tard. Du coup, vous, votre rêve, vous êtes cupide, votre rêve c'est d'être Bill Gates. Vous ne voulez pas être un vulgaire Amancio Ortega qui est la 3e fortune mondiale et vous ne serez jamais de toute façon aussi riche que lui. Parce que de toute façon, vous ne connaissez pas. On ne connaît que les meilleurs, on ne connaît que les premiers. Les modèles ne connaissent pas de limite. Personne ne se souvient d'un bel effort et seule une éclatante victoire marque la postérité. J'imagine devant vous ce soir, cher public, imparfait que je suis, et je me désole de ne pas atteindre, malgré tous mes efforts, ce niveau qui me rapprocherait de l'excellence. Là, en ma station, face à vous, je vous regarde, on se voit et ça me rassure. Merci d'être là. Déjà parce que si j'étais tout seul, ce serait vraiment bizarre quand même de parler tout seul pour 5 minutes sur un sujet. Mais surtout quand je vous vois, je me dis quand même, j'ai quelques trains d'avance. Malgré mon niveau lamentable, absolument lamentable dans toute chose, je trouve énormément de réconfort en vous. Vous tous, qui me rappelez que dans une petite mare, je suis quand même un très beau poisson. Mais surtout, je ris de me voir si brillant face à vous qui m'enviez tous. Vous imaginez vraiment avoir en face de vous un modèle, un homme exceptionnel, alors que mon esprit, lui, est à des kilomètres de vos mecs dans un Votre peut-être exigence envers vous-même, presque innocente, me rappelle que malgré mes très nombreux travers, je suis bien le seul ici à me rendre compte qu'il faut voir large. C'est donc gonflé à l'hélium, l'esprit ouvert, que je vous appelle à suivre mon exemple et arrêtez de vous contenter d'être vous-même et soyez déçus de vous pour donner le meilleur de vous-même. Pour continuer dans ces joutes d'exhibition, je vous prie d'accueillir Célestin Brême.
notre cher Libertines, aussi chaud que Jeanne d'Arc à Rouen. Pardon. J'espère que sa langue de feu va enflammer l'auditoire. Jeanne d'Arc est le symbole de la femme au foyer. Voici son exposé. Bonsoir. Donc déjà merci aux 2 candidats finalistes d'avoir fait ma première partie. Et je suis heureux d'être en finale, même si c'est en jeu d'exposition. Pour moi ça sonne un peu comme échantillon gratuit, mais bon, on va passer au sujet. Je vais vous parler de Feu Jeanne d'Arc. Alors, il y en a certains qui la considèrent comme le symbole de la femme au foyer. D'après mon humble avis, qui souvent est le meilleur, je suis totalement contre cette idée. Donc, Jeanne d'Arc, vous voyez le personnage? C'est cette vierge du XVe siècle qui entendait, enfin, un peu garçon manqué, qui entendait des voix et qui a péri dans un accident de barbecue. Mais Jeanne d'Arc, c'était bien plus que ça. On va faire une petite rétrospective de sa vie. Donc, elle est née au XVe siècle, c'est une fille d'agriculteur lorrain et elle mène une vie sobre, sans excès, un peu à l'image de son héros de l'époque, Blaise Pascal. Elle est un peu dépressive tout de même, normal, elle habite en Lorraine. Et elle abuse des cachets et elle commence à entendre des voix qui lui disent que ce serait pas mal de changer son plan de carrière. Bon, du coup, elle va à Pôle emploi, elle trouve un peu son CV et elle réussit à décrocher un entretien en tant que général en chef des armées du roi. Mais c'est sur le champ de bataille que ce futur symbole républicain va gagner ses galons. En effet, elle va tellement expulser d'étrangers qu'on va l'appeler Brice Hortefeux. Ce que peu de gens savent, c'est que Jeanne d'Arc, c'était pas seulement un modèle de pureté, elle avait un peu une double personnalité. Elle était un peu schizophrène sur les bords. Des fois, on parlait à une femme douce, gentille, c'était la Jeanne gentille, et des fois, son côté sombre prenait le dessus, et elle devenait Jeanne d'Arc. Après de nombreuses années de succès militaire, il y a un consortium de coiffeurs bourguignons qui ont décidé que sa coupe de cheveux s'apparentait à de la sorcellerie. Ils décidèrent de l'emprisonner pour hérésie capillaire. À cause du budget de l'époque qui était un peu serré, notamment à cause de la guerre, ils décidèrent pour éviter les frais d'incinération de la brûler vive. Donc c'est à Rouen que la cérémonie a eu lieu. Tiens, c'est bizarre, encore les Rouennais. Et elle, qui aimait tellement sa région d'origine, finit en flamme une quiche. De nombreux artistes relatent aujourd'hui l'événement, notamment Johnny Hallyday avec sa célèbre chanson « Allumer le feu ». Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que Jeanne d'Arc, c'était avant tout une femme ultra moderne, ultra en avance sur son temps, à part pour sa coupe de cheveux. C'est le genre de femme qui aujourd'hui refuserait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, tout ça pour se consacrer uniquement à son travail. Bon, on peut qu'admirer cette fermière qui a gravi les échelons dans une société complètement misogyne et qui au final a réussi à diriger une armée d'hommes. Aujourd'hui, ce serait sûrement un cadre dynamique, genre une PDG du CAC 40, un peu comme Anne Levergeon. Elle dirigerait peut-être une entreprise du CAC 40 du style Flammarion. Et si elle faisait des erreurs, elle pourrait aussi se faire incendier par son conseil d'administration. Parce que la vie de Jeanne d'Arc, c'est pas un conte de fées. Jeanne d'Arc, par exemple, à son époque, elle aura peut-être détesté Cendrillon. Oui, Jeanne d'Arc, c'est un peu l'anti-Cendrillon par excellence. Bon, il y a des similitudes entre les deux femmes. Bon, elles partent d'une situation un peu difficile, le travail est pénible, c'est chiant. Et puis, elles ont deux moyens d'arriver à leur fin. Alors, Cendrillon, c'est une pantoufle, tandis que Jeanne d'Arc, elle va exploser le plafond de verre. Ouais, parce qu'au final, Jeanne, elle gravit les échelons avec quoi? Avec la force de son mental, elle arrive à s'imposer, à diriger des hommes, tandis que Cendrillon, c'est quoi? Au final, c'est juste une poufiasse qui épouse un homme avec une bonne situation. Alors que, bon, autant Jeanne d'Arc, elle s'épanouit, elle dirige des hommes, autant Cendrillon, elle reste complètement à la solde de son mari et à la solde de sa lessive. En plus, selon la chanson de Téléphone, 30 ans plus tard, il la trompe avec la Belle au Bois dormant. Bon, bref. Ce qu'il faut voir, c'est que Jeanne d'Arc, au final, c'est une femme avec des grandes aspirations, tandis que Cendrillon, c'est juste une femme avec beaucoup d'aspirateurs.
Jeanne d'Arc, c'est quand même le symbole de la femme libre et indépendante. Hein. Attendez. Excusez-moi, faut que je me bouge. Je vais te pour gagner du temps. En plus, Jeanne d'Arc, c'était tout sauf une allumeuse. Elle n'a jamais eu besoin des hommes pour parvenir à ses fins. Elle devrait même inspirer beaucoup de filles ici, elle qui n'a jamais donné de son corps pour gagner une campagne militaire. Alors non, Jeanne d'Arc, c'était pas le symbole de la femme au foyer. Et d'ailleurs, c'est quand même un comble, voire une ironie, de finir dans les flammes quand on a bûché toute sa vie. Le moment tant attendu est donc arrivé. Le verdict. Donc je demanderai au jury de venir sur scène, si possible, afin que le verdict soit rendu au vu de tous. Monsieur le Président. Seulement le Président, vous m'appelez. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. J'ai demandé effectivement aux membres du jury de venir et je voudrais... venez avec moi. Voilà. Je voudrais que vous applaudissiez Gérard Chemla, qui n'a pas été cité, et qui est avocat et qui intervient... Tout d'abord, comme il a été dit tout à l'heure, je vous prie de bien vouloir excuser Arnaud Robinet qui n'a pas pu venir, mais je remercie Daphné parce que lorsque vous avez évoqué le travail d'un parlementaire, vous avez été plutôt acerbe. Je ne sais pas comment il aurait interprété les propos que vous avez tenus. Et en même temps, je suis sûr qu'il les aurait bien pris. De la même façon, je voulais vous remercier, Daphné, pour l'évocation de la Grèce que vous avez bien voulu nous faire, et en même temps sur le caractère très actuel des choses. Vous avez cité plusieurs fois l'Atrium. Je pense que c'est un endroit que vous connaissez par ailleurs. Et que tout ceci nous ramène à la modernité. Quant à Lancelot, on ne peut pas dire qu'il a fait Camelot, mais en même temps, il nous a rappelé sa jeunesse et le travail qu'il a pu effectuer sur lui-même pour ne rougir, et je peux comprendre, que des chaussettes, puisqu'il a perdu cette absence, et en tout cas cette crainte qu'il avait à travailler, en tout cas à évoquer devant nous. Je voulais les remercier tous les deux, au nom de l'ensemble des membres du jury, parce que se présenter devant un amphi exigeant comme le vôtre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Vous avez vu les imperfections, mais vous avez dû voir aussi et entendre surtout le travail que ces deux concurrents, ces deux adversaires d'un soir ont pu réaliser. Alors pour nous, membres du jury, c'est toujours un moment difficile. On a débattu longuement, plusieurs heures, vous avez pu le constater. Ça n'a pas été facile, certains ont même dû nous séparer parce que les arguments et les arguties juridiques étaient fortes. Et nous avons réussi quand même à nous départager. Et à nouveau, nous avons préalablement voulu vous dire, cher Lancelot et chère Daphné, tout le plaisir que nous avons eu ce soir, avec, nous l'avons compris, le stress et l'angoisse, en tout cas la difficulté qu'est de travailler, en tout cas de se retrouver devant une salle importante. Alors nous avons délibéré, et le gagnant est... Lancelot. Ouais. Il va donc vous faire une improvisation et je lui passe le micro. Merci beaucoup. Alors, généralement, quand on ne sait pas quoi dire, il faut essayer de raconter une bonne blague. Et
là, ce qui est terrible, c'est que j'en ai que des horriblement cochonnes qui me Et donc, du coup, c'est un peu gênant de raconter une blague horriblement cochonne devant un amphi aussi plein. Donc, pour sortir de ce mauvais pas, j'aimerais remercier, ce qu'on fait, remercier mes orateurs pour ce concours aussi génial, ce jury fantastique et surtout Daphné, qui est vraiment une adversaire de haut niveau et à qui je vais passer le micro. Rebonsoir. Pareil, j'ai pas un sens aussi grand d'improvisation que Lancelot, et surtout je peux pas lui repasser le micro parce qu'il l'a déjà eu. Il a eu la facilité de passer avant moi. Franchement, c'était vraiment génial. Merci à mes orateurs parce que c'est un travail intéressant aussi bien sur la créativité, même si au bout de 4 fois et d'un mois, c'est très difficile de se refaire et de trouver des idées. Et puis évidemment c'est un travail sur scène, alors là j'avoue que l'amphithéâtre était assez impressionnant, je pensais pas que vous alliez autant m'aveugler. Et en tout cas je suis super contente d'avoir participé et bravo Lancelot. Voilà. Chers candidats, chers jurys, vous pouvez... Je pense qu'on peut encore les applaudir. Et nous allons donc maintenant passer, toute peine méritant salaire, à la remise des prix. Bonsoir. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu ce soir. Venu le temps des récompenses et des lots. Chaque candidat déjà aura quelque chose ce soir parce qu'ils se sont mobilisés et nous ont super preuve d'éloquence. Je remercie merci. Alors, commençons par le plus fort. On va commencer par le prix du vainqueur. Alors, Vincent, je t'invite à prendre notre petite bouteille d'Eutz que nous allons remettre à Lancelot. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir apprécier tes soirées B2. Je sais que tu en parleras pas. Mais aussi, tu auras aussi droit à 2 menus de ouf à Bagelstein. Donc j'espère que tu vas pouvoir y aller accompagné. Je te mettrai à l'heure. Et enfin, tu as le droit à une coupe chez le coiffeur, parce que tu as pas mal de matière. Et donc, nous remercions chaleureusement Bagelstein et Salon Carré d'Art qui nous a offert généreusement ces lots, et bien sûr Deutz qui nous a offert cette fantastique bouteille. J'espère que tu vas beaucoup l'apprécier, Lancelot. Merci. Et aussi, enfin, le principal, le trophée de l'éloquence de cette année 2015. Félicitations, Lancelot. Ce n'est pas fini, parce que maintenant tu es le représentant de Neoma, ce qui veut dire que tu vas avoir une autre bataille qui va bientôt arriver, qui va être contre nos amis de Sciences Po le mois prochain. Donc j'espère que tu vas pouvoir représenter notre école dignement, et c'est en cours, mais normalement tu vas aussi pouvoir nous représenter contre d'autres écoles de commerce du type HEC, l'EDEC, l'ESSEC. Donc voilà. C'est un plaisir en tout cas, je t'invite à t'asseoir. Nous allons distribuer ici le reste du lot parce que nous allons aussi gâter Daphné. Oui. Excusez-moi, je vous demanderais juste de rester et de ne pas sortir parce que François tient à vous poser des questions à la sortie de l'amphi. Et voilà, je voudrais que tout le monde ne sorte pas avant la fin de la présentation. Merci beaucoup. Vous aussi donnez des stars. Alors, pour notre deuxième prix, Daphné, alors tu as aussi droit à une petite coiffure.
C'était expressément un vœu de notre partenaire d'avoir une fille à coiffer. Nous avons la chance de t'avoir eu comme finaliste, sinon nous aurions été embêtés. Tu as aussi le droit à une bouteille de champagne. Tu auras droit à des chocolats que nous te remettrons juste après cet amphithéâtre. Je préfère largement mes cadeaux. Merci beaucoup Daphné. Alors maintenant, nous allons récompenser nos demi-finalistes. Alors, monsieur Clément Gasque, tu peux venir sur scène. Et donc, Edine, mais qui malheureusement, pour des raisons de stage de type L'Oréal, n'est pas présent ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Clément, tu es comme là pour avoir du coup une bouteille de champagne de la maison Courty, qu'on remercie chaleureusement. Non, ça va. Bon, on mettra un personne au Edine, je sais que tu abuses de l'alcool, Clément. On va éviter. Ça, ce sera pour tous les candidats de ce concours. Nous remettrons un ouvrage à chacun des participants, grâce à nos partenaires, la librairie La Procure et le Cœur à l'Ouvrage. Mais la remise des prix n'est pas finie, parce que maintenant, nous avons des petits prix un petit peu plus spécifiques. Alors, bon, comme par hasard, M. Edine Lassique n'est pas là, mais nous voulons lui remettre le prix de l'association, tout simplement parce que nous estimions que Edine a un grand talent. Et malheureusement, il est tombé contre le mur qui s'appelait Daphné Goudet, donc il a perdu, ça arrive. Mais il a fait preuve d'un grand talent à l'oral, et nous souhaitions le remercier parce que pour nous, il mérite le prix de l'association de l'éloquence. Donc il aura une deuxième bouteille de champagne. On peut applaudir à lui. Enfin, nous voulions aussi, du coup je vais rappeler Célestin et Clément à venir sur scène. Nous voulions aussi remercier nos petits shooters qui ont été des bons chauffeurs de salle. Voilà, et que vous étiez vraiment très très bons dans vos jeux de démonstration, c'est un véritable plaisir. Et donc j'espère que vous allez pouvoir apprécier ces bouteilles. Car oui, nous sommes sponsorisés par beaucoup de maisons de champagne. Comme vous avez pu le voir. Merci beaucoup. Enfin, est venu le temps de remercier notre jury bien-aimé. Alors, ces bouteilles nous ont été généreusement offertes par l'ADC, qui est l'ambassade du Champagne, qui est donc juste dans les bureaux de notre campus, qui font du très bon boulot. Et si jamais vous avez envie de champagne et d'alcool et que vous avez un petit budget, ils seront là pour vous renseigner, ils ont une grande connaissance et en plus, ils sont cool. Alors, je vous invite à aller les voir. Alors, qui nous allons remercier ce soir? Eh bien, je vais commencer par Maître Chebla. Je vous invite à venir sur scène. Oui. Alors, nous voudrions vous remercier tout d'abord de nous avoir généreusement permis d'avoir un cours d'éloquence ce midi et aussi de nous avoir suivis cette année, mais aussi l'an dernier, vous étiez juré de notre concours. Et on espère que nous reverrons dans les éditions suivantes parce que nous avons apprécié, nous apprécions toujours une collaboration avec vous. Merci beaucoup. Mais nous les oublierons plus jamais. Enfin, notre deuxième remerciement sera pour Monsieur Bilal, que nous voudrions remercier pour la simple et bonne raison que si ce concours a beaucoup marché, c'est en grande partie grâce à vous, parce que nous avez permis d'avoir des jurys très compétents, et nous en remercions. Et vous avez été aussi très présents l'an dernier, vous êtes très présents cette année, ça va être un plaisir de vous avoir parmi nous. Et on espère que vous serez aussi présents l'an prochain, afin de pouvoir suivre l'évolution de notre association. Alors, malheureusement, le dernière récompense, c'est pour quelqu'un qui n'est pas là, qui est Madame Anne-Catherine Wright, qui nous a aussi offert la chance d'avoir des cours de prise de parole en public, et qui a aussi toujours été là avec nous. Nous la remercions, nous remettrons son prix, ne vous inquiétez pas. Et enfin, notre dernier prix sera non pas pour un membre du jury, mais pour quelqu'un qui nous a suivis aussi tout le long du concours, qui nous a permis d'avoir des fantastiques photos, qui a un grand talent. Stéphane Marie, s'il te plaît, je t'invite sur scène.
remercier parce que tu as toujours été présent, tu nous as beaucoup aidés et tu as un grand talent dans la photographie. Et c'est grâce à toi que nous avons de bons souvenirs. Merci beaucoup Stéphane. Alors maintenant, je suis censé faire un discours de fin. Donc je vais être assez bref, ne vous inquiétez pas. Et je ne l'ai pas préparé, donc ça va être un petit plaisir pour moi aussi. Neurateur, c'est une aventure au départ qui a commencé avec 10 personnes. 10 petits étudiants qui étaient motivés en première année à vouloir proposer quelque chose qui n'existait pas à Neoma, qui était tout simplement de pouvoir proposer des cours de prise de parole publique et un concours afin de révéler ce qui est le plus important à Neoma, c'est le potentiel des étudiants. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez quelque chose de spécial. Ce qui fait que vous êtes arrivé ici. Même si vous n'êtes pas HEC, je sais qu'il y a beaucoup de frustrés ici, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour réussir sa vie. Ne vous inquiétez pas. Et nous nous sommes rendus compte que vous aviez un talent et que grâce à ce concours, on allait pouvoir le mettre en valeur. On a donc décidé de lancer cet événement qui a été très dur à organiser parce que tout était à faire. Entre rassembler les membres du jury, création des sujets qui faisaient parfois polémique, aussi gérer les couacs de l'organisation comme des candidats qui, 10 minutes avant, nous prévenaient qu'ils ne viendraient pas. Ça fait partie du métier. Mais tout de même, nous avons réussi à tenir une première année. Et cette expérience a été un grand succès, pour ma part. Et du coup, nous avons pu devenir une vraie association Saint-Neoma. Et je vous remercie d'avoir nous avoir permis de le devenir. Et maintenant, nous sommes devenus une équipe de 24 personnes. Alors 24 personnes, 24 étudiants, ben, tout simplement, je vous remercie tous d'être là. On vous a beaucoup harcelé sur Facebook. Je compte au moins 30 notifications minimum par jour pour pouvoir organiser ce concours. Je m'en excuse, mais il le fallait. Et enfin, certains d'entre vous nous ont montré que vous aviez un potentiel. Certains. Et je vous encourage d'ailleurs à reprendre l'association et à perdurer et à faire en sorte qu'elle devienne encore plus conséquente. Car notre ambition, c'est de devenir une association qui sera phare, qui représentera Neoma, qui montrera qu'il n'y a pas besoin d'être HEC pour être un bon orateur, qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur à l'école pour réussir à avoir un bon job, et que le but, c'est d'être passionné. La passion, c'est ce qui pousse les gens, c'est ce qui va vous permettre de réussir dans la vie. Et c'est quelque chose que je pense réellement. Et toute mon équipe a cette qualité-là. Et c'est pour ça qu'on vous a recruté. Et je vous en remercie. Et j'espère en tout cas vous revoir l'année prochaine parce que je ne lâcherai peut-être pas la session comme ça. J'aime beaucoup mon petit bébé, même si je vous laisserai tout organiser, bien entendu. Et j'aimerais faire un petit remerciement à 2 personnes en particulier. Rim et Azélise. Vous avez été, Azélise, ma vice-présidente, et Rim, ma secrétaire générale. Vous avez été présentes tout le temps. Et merci beaucoup. Parce que souvent, il y a une erreur qui est faite, c'est que tout le monde vous dit « Alexandre, tu es orateur, tu es orateur, tu es orateur ». Non, c'est pas vrai. Non. Si Neurateur existe, c'est en grande partie grâce à elle et à toute l'équipe. Parce que même si je représente un peu l'image, tout le travail de fond, tout ce qui est création des sujets, tout ce qui est organisation, toutes les personnes qui ont tenu et fait que cet événement a pu être possible, c'est grâce à elle. Et je vous en remercie, sincèrement. Voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir un public nombreux à nos événements. Et j'aimerais terminer sur une citation que j'aime beaucoup, qui s'adresse à beaucoup de personnes ici présentes. C'est assez bien en listeux, ça s'adresse aux personnes qui s'investissent dans l'association, qui s'investissent aussi dans la vie. Qui est une citation de Gainsbourg, qui dit « Je connais mes limites et c'est pour ça que je vais au-delà. Connaissez vos limites, allez dans la zone de danger, mettez-vous en danger, prenez des risques, dépensez-vous, travaillez et vous verrez que vous aurez votre récompense. Car le bonheur n'est pas dans le bout du chemin, il est dans le parcours. » Merci.